Et si je vous disais que même une simple brique est rare? Oui, une brique. On l'oublie souvent, mais tout ce qui nous entoure, du ciment pour construire une gare aux médicaments pour soigner des malades, repose sur des ressources limitées. Et le paradoxe, c'est que nos désirs, eux, ils sont quasiment sans fin. On veut plus, toujours plus. Des gadgets, des vêtements, des voyages, mais voici la question à se poser. Comment fait-on des choix dans un monde où tout a un coût ? Et ce coût, c'est pas seulement une question d'argent. Prenons un exemple. Un étudiant qui doit choisir entre étudier l'histoire ou la géographie. S'il choisit l'histoire, le coût de ce choix, c'est pas seulement le temps passé à apprendre les batailles et les révolutions. Le véritable coût, c'est tout ce à quoi il renonce. L'occasion d'explorer les cartes, de comprendre les déserts ou de mémoriser les mers du monde. Chez les économistes, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Maintenant, on va appliquer ce principe à des décisions plus vastes. Imagine une société qui décide de construire un hôpital. On peut calculer le coût des briques, de l'acier et du matériel médical, mais ce n'est qu'une partie de l'équation, car le véritable coût, c'est tout ce qui ne sera pas fait avec ces ressources. Peut-être qu'on aurait pu construire une gare pour désenclaver une région, ou une école pour former des générations d'élèves. Chaque décision est un arbitrage entre ce qu'on fait et ce qu'on laisse tomber. Et c'est là que réside le cœur de l'économie, faire des choix dans un monde où les ressources sont limitées. Mais tu sais quoi? Ces choix ne sont pas juste des chiffres ou des budgets. Parfois, ils sont littéralement une question de vie ou de mort. Pourquoi un enfant japonais a seulement 0,25% de risque de mourir avant ses 5 ans, alors qu'en Somalie, c'est plus de 10%? Ces questions sont compliquées et personne n'a toutes les réponses. L'histoire et la géopolitique jouent un rôle, mais ce que la science économique nous apprend, c'est qu'une grande partie de ces différences vient des choix économiques. Ces disparités ne sont pas le fruit de la fatalité ou d'un manque de volonté individuelle, c'est le résultat d'économies inefficaces, incapables de produire ou de gérer leurs ressources de manière optimale. Et c'est précisément là que réside l'importance des choix économiques, car ils façonnent la vie ou parfois la survie des populations. Même les pays les plus prospères ne sont pas à l'abri. Une mauvaise série de décisions peut suffire à les faire basculer. Quand une économie est mal gérée, les ressources, déjà limitées, sont dilapidées, mal allouées ou carrément gaspillées dans des projets inutiles. Et à terme, ça peut appauvrir un pays. Imagine, une famille obligée de choisir entre nourrir ses enfants ou acheter des antibiotiques pour leur grand-mère malade. Ce genre de dilemme, c'est la dure réalité de nombreux pays pauvres. Là-bas, chaque décision est une question de vie ou de mort. Et ces situations, elles ne tombent pas du ciel. Ce sont souvent des décennies de mauvaises politiques économiques et de chances gâchées qui y mènent. En France, on ne fait pas face à des choix aussi dramatiques. Nos dilemmes, c'est plutôt, est-ce que je prends une nouvelle montre ou le dernier smartphone? Bien sûr, nous avons également affaire à des choix difficiles, comme des entreprises qui font faillite, des licenciements et des familles qui peinent à joindre les deux bouts, mais c'est rarement une question de survie. Dans l'ensemble, il faut comprendre que si nos décisions sont confortables, c'est parce qu'on vit dans une économie stable et bien organisée. Et c'est là le problème. Si cette stabilité venait à être compromise par des politiques mal conçues ou des investissements inutiles, même un pays riche pourrait se retrouver face à des choix tragiques. Des erreurs stratégiques répétées et on pourrait voir réapparaître les dilemmes qu'on croit réservés aux pays pauvres. Les mauvaises décisions économiques, c'est comme l'histoire de la vitre cassée. Imagine un gamin qui casse la vitre d'un boulanger. Tout de suite, on s'attarde sur ce qu'on voit. Le boulanger appelle un vitrier, le vitrier répare la vitre et il est payé. Avec cet argent, le vitrier va acheter à manger ou des vêtements. Et voilà, ça fait tourner l'économie locale. Et là, certains se diront, finalement ce n'est pas si grave, cette vitre cassée a créé du travail et de l'activité économique. Mais ça, c'est juste ce qu'on voit. Maintenant, prenons la casquette d'un véritable économiste et analysons ce qui ne se voit pas. Comme le fait que cet argent, le boulanger aurait pu l'utiliser autrement s'il n'avait pas eu à réparer sa vitre. Il aurait peut-être investi dans une nouvelle machine à pétrir, améliorer son commerce ou simplement épargner. La vérité, c'est que la vitre cassée n'a pas créé de richesse. Elle a juste déplacé des ressources d'un endroit à un autre. L'argent dépensé pour réparer ce qui est cassé aurait pu servir à quelque chose de plus utile et plus constructif.
C'est là que le concept de coût d'opportunité prend tout son sens. À l'échelle d'un État, les mauvaises décisions peuvent avoir des conséquences désastreuses. Imagine un gouvernement qui décide d'investir des milliards dans des projets tape à l'œil, un stade flambant neuf pour accueillir un événement international, ou un monument gigantesque pour marquer l'histoire. À première vue, ça en jette. On voit des ouvriers au travail, des inaugurations en grande pompe, et des gens qui s'enthousiasment. Mais derrière tout ça, ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui a été sacrifié. Peut-être qu'avec cet argent, on aurait pu rénover des écoles, construire des hôpitaux, ou moderniser des infrastructures essentielles, comme des routes ou des ponts. Ces opportunités sacrifiées, ce sont les générations futures qui en paieront le prix, et sans retour des ressources qui auront été gaspillées. Aujourd'hui, nos gouvernements jonglent avec des crises économiques et politiques. Dans ce contexte, il est tentant de prendre des décisions rapides qui semblent populaires et rassurantes sur le moment. Mais ce que la science économique nous rappelle, c'est qu'ignorer les coûts d'opportunité ou sacrifier l'essentiel pour des illusions de progrès, c'est reculer pour mieux tomber. Trop souvent, les politiciens se concentrent uniquement sur ce qui saute aux yeux. Leur priorité, proposer des solutions qui frappent l'imagination, qui semblent évidentes et qui plaisent à tout le monde. Mais ces solutions, aussi séduisantes soient-elles, cachent parfois des conséquences bien moins reluisantes. Prenons un exemple qu'on entend souvent, taxer lourdement les riches. Sur le papier, ça paraît juste, non? On nous promet de redistribuer les richesses, de mieux financer les écoles, les hôpitaux et de réduire les inégalités. Tout ça, c'est ce qu'on voit, et franchement, ça a de quoi plaire. Mais ce qu'on ne voit pas, ce sont les effets pervers de cette idée. Une fiscalité trop élevée peut décourager les entrepreneurs, ralentir l'innovation et surtout pousser les investisseurs et les talents à aller voir ailleurs. Tu as sûrement entendu parler de la fuite des capitaux, c'est exactement ça. L'argent et les compétences quittent le pays, laissant derrière eux une économie affaiblie. L'économie n'est pas un outil de communication politique, ce n'est pas une série de slogans ou des annonces tape à l'œil pour flatter l'opinion publique. Et l'économie est une science, et comme toute science, elle cherche à dépasser les apparences pour comprendre nos choix dans toute leur complexité. Un économiste du 19e siècle, Alfred Marshall, l'a très bien résumé. Il disait que l'économie est une étude de l'humanité dans les affaires ordinaires de la vie. Elle regarde comment on acquiert et utilise ce qu'il nous faut pour vivre. Mais ce n'est pas juste une question de richesse ou de chiffres. Marshall insistait sur un point essentiel. L'économie, c'est aussi une étude de nous, les humains, de nos choix quotidiens, de la façon dont on travaille, interagit et transforme ce qui nous entoure. L'économie, c'est là où tout se joue. C'est là qu'on utilise les ressources, qu'on fabrique des choses et qu'on décide qui obtient quoi. Ça commence avec des choses simples. Par exemple, un confectionneur achète du tissu, il engage des travailleurs et ensemble, ils fabriquent des t-shirts. Toi et moi, on va dans les magasins et on achète ces t-shirts. Mais ça ne s'arrête pas aux objets, on consomme aussi des services, aller chez le dentiste, se couper les cheveux, tout ça fait partie de l'économie. Et derrière chaque action économique, il y a des acteurs clés, les travailleurs et les entreprises, ceux qui produisent et consomment. Ou le système financier, qui décide en partie comment les ressources sont utilisées. Par exemple, une banque peut prêter de l'argent à une entreprise pour construire des bâtiments, acheter des machines ou embaucher du personnel. Et ce choix, il détermine si l'argent va dans une usine, un pont ou une centrale électrique. Et les derniers acteurs, c'est les États, qui influencent les décisions avec leurs lois, leurs politiques et leurs dépenses. Comme les lois de la gravité en physique, les lois économiques décrivent des phénomènes universels. Ces lois ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont simplement là pour décrire la réalité. Et c'est là que ça devient intéressant. En comprenant ces lois, on peut dépasser les apparences, éviter de tomber dans les pièges des mauvaises décisions et mieux naviguer dans notre monde fait de ressources limitées et de désirs infinis. L'économie a des origines grecques qui renvoyaient initialement à la gestion des ressources dans un ménage. Aujourd'hui, cette idée s'est élargie. Elle englobe les entreprises, les industries et même les États. Mais au fond, rien n'a changé. La base, ça reste nous, les individus. Ce sont nos choix, ce qu'on achète, ce qu'on produit, ce qu'on épargne, qui forment le socle de toute l'économie. Et c'est là qu'on a un rôle à jouer en tant que consommateur, travailleur, citoyen. Chacun de nos choix compte. Mais pour agir avec discernement, il faut apprendre à poser les bonnes questions. En voici 3, simples mais puissantes, pour analyser n'importe quelle situation. Que sacrifie-t-on? Chaque décision implique de renoncer à quelque chose. Si une ville décide de construire un stade, elle sacrifie peut-être des écoles ou un hôpital. Posez-vous toujours cette question. Qu'aurait-on pu faire d'autre avec ces ressources? L'économiste Frédéric Bastiat disait qu'il fallait toujours chercher ce qui ne se voit pas. Rappelons-nous de l'exemple de la vitre cassée.
Réparer la vitre crée une activité visible, mais cache une perte invisible. Lorsqu'une politique ou un choix vous semble séduisant, demandez-vous quelles sont les conséquences invisibles ou à long terme de cette décision. Les ressources, qu'elles soient financières, humaines ou matérielles, sont limitées. Chaque choix doit être évalué selon son efficacité. Par exemple, une subvention pour une industrie en déclin pourrait coûter très cher sans rien produire de nouveau. Demandez-vous, ce choix maximise-t-il la création de valeur pour la société ? On vit dans une époque compliquée, crise économique, tensions politiques, les pressions sur nos décideurs sont énormes. Alors oui, ils sont tentés de nous proposer des solutions faciles et des idées qui paraissent séduisantes pour conserver ou prendre le pouvoir. Mais souvent, ces choix populaires cachent des conséquences inattendues et parfois désastreuses pour notre société. C'est là que les principes fondamentaux de l'économie prennent tout leur sens. Penser comme un économiste, ce n'est pas adopter un jargon compliqué ou devenir un expert des marchés financiers. C'est simplement apprendre à regarder au-delà des apparences. C'est analyser chaque décision avec discernement. Quels sont les impacts visibles et invisibles? Quels sont les coûts et les opportunités perdues? Adopter cette démarche, ça peut transformer votre manière de comprendre le monde et de prendre vos décisions. L'économie, ce n'est pas une abstraction, c'est notre quotidien. C'est aussi notre avenir. Alors la prochaine fois que vous serez face à un dilemme, que ce soit un achat, une opportunité ou une promesse politique, prenez un instant pour y réfléchir. Posez-vous ces questions simples. Quels sont les coûts cachés? Quelles opportunités sont sacrifiées? Ce choix maximise-t-il vraiment la valeur créée? Parce que si on réfléchit comme ça, ensemble, on peut construire quelque chose de mieux, un avenir plus juste, plus stable et surtout plus prospère. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour continuer à explorer ce monde fascinant qu'est l'économie. À la prochaine!